Par une nuit d'hiver enneigée, tu es dans ta maison douillette et tu regardes un film historique qui se déroule au Moyen-Âge. En buvant une nouvelle gorgée de ton chocolat chaud, tu ne peux t'empêcher de te demander comment les gens survivaient à l'hiver à cette époque. À ce moment précis, l'écran de ton téléviseur se transforme soudain en portail et t'entraîne à l'intérieur. Ah! Tu ouvres les yeux et tu te retrouves justement dans le monde du film que tu étais en train de regarder. Un homme s'approche de toi et te dit « Bienvenue dans mon village médiéval. Je m'appelle Bartholomé et je t'ai fait venir ici pour pouvoir répondre à ta question. » Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'en effet, les conditions sont extrêmement rudes lorsque le froid arrive, et pas seulement pour les pays du Nord. L'Europe continentale n'est pas épargnée par les intempéries. L'hiver constitue donc en quelque sorte une période de ralentissement pour chacun d'entre nous. En effet, nous associons généralement l'hiver à la vieillesse et à la pauvreté en raison de tous les changements qui se produisent dans la nature pendant cette période. Par exemple, nous ne pouvons plus vraiment cultiver lorsque la neige recouvre toutes nos terres. Au début du XIVe siècle, les choses ont commencé à empirer, car nous avons commencé à avoir les premiers signes de ce que vous connaissez peut-être sous le nom de petit âge glaciaire. Les températures froides ont atteint des sommets, des anomalies météorologiques et des événements extrêmes tels que des inondations soudaines ou des tempêtes de grêle ont commencé à se produire, ce qui a aggravé notre souffrance. Par exemple, prenons l'hiver 1359. Dans tout le centre de l'Italie, la neige a atteint des hauteurs extraordinaires. Les gens devaient jeter la neige dans les rues pour dégager leurs toits, ce qui a entraîné le blocage complet de certaines villes. Les habitants sont restés coincés chez eux pendant plusieurs jours. L'hiver 1389 est un autre exemple. Les chutes de neige ont été si importantes en Lozère que beaucoup de fermes de maisons ont été détruites. Bartholomé remarque que tu commences à trembler. Ah, tu n'étais pas préparé pour ce voyage vers les hivers médiévaux, je vois. Marchons jusqu'à ma maison et trouvons des vêtements plus chauds. Comme tu peux le constater, je porte déjà une cape, une écharpe et des moufles en laine. J'ai aussi des bottes en cuir de cerf. Mais tout cela ne suffit pas pour rester au chaud quand on est dehors. C'est pourquoi nous portons généralement d'autres vêtements en dessous pour garder la chaleur emprisonnée. Il faut savoir que la laine peut parfois être lourde et provoquer des démangeaisons. C'est pourquoi, sous nos vêtements de laine, nous mettons aussi des sous-vêtements en lin. Le lin agit comme une barrière entre la laine et la peau, ce qui rend les choses un peu plus confortables pour nous. Il est également plus facile de laver les vêtements en lin et ils sèchent beaucoup plus vite que les vêtements en laine. Les plus riches peuvent garnir leurs vêtements d'hiver de fourrure. Et nous, paysans, utilisons parfois le lapin et l'agneau dans le même but. Nous pouvons également chasser certains animaux sauvages et oiseaux avec la permission du Seigneur. Encore une fois, les lois somptuaires, c'est-à-dire les lois sur la consommation, sont très claires sur qui peut porter quoi en fonction de son rang social. Prenons par exemple la loi somptuaire anglaise de 1363. Elle stipule que les épouses et les filles des artisans et des paysans propriétaires de terre ne pouvaient porter que des fourrures d'agneau, de lapin, de chat et de renard. Tu remarques dans la poche de Bartholomé une sphère métallique à charnière d'aspect bizarre, et tu lui demandes ce que c'est. « C'est un chauffe-main », répond-il en te le donnant. « Si nous devons rester longtemps à l'extérieur, nous en emportons un. Sinon, les doigts peuvent s'engourdir, tu sais. Maintenant, regarde-le de plus près, et tu verras qu'il y a de petits trous sur sa surface. Cela permet à la chaleur de s'échapper et de réchauffer nos mains sans les brûler une fois qu'on a rempli le charbon chaud. C'est un peu lourd, dis-tu en pensant à la chance que tu as de vivre à l'époque moderne. D'un simple clic, depuis le confort de ton foyer, tu peux commander des chauffe-mains instantanés Hot Hands sur Amazon. Et pas besoin de charbon. Tu peux même les mettre dans tes chaussettes pour te réchauffer les orteils, puisqu'elles sont de la taille d'une poche, contrairement à cette orbe de métal.
Bartholomé et toi arrivez chez lui. Tu réalises qu'il n'enlève aucun de ses vêtements de dessus. Nous gardons tout pendant les mois les plus froids, parce que le chauffage intérieur n'est pas franchement terrible, explique-t-il. Comme tu peux le voir, la cheminée se trouve ici au centre de nos maisons. Et juste au-dessus, il y a un trou d'aération, plutôt qu'une cheminée. Ce qui nous fait perdre une grande partie de la chaleur. Pourtant, nous n'avons pas l'habitude de dormir dans nos vêtements d'extérieur. Nous mettons des briques et des pierres dans le feu, nous les enveloppons dans du tissu et nous les plaçons dans nos lits pour réchauffer les draps. Porter nos bonnets de nuit lorsque l'on dort est également utile, et lorsque nous ne dormons pas, nous essayons de rester le plus près possible de la cheminée. Tu apprécies vraiment plus ta bouillotte maintenant, n'est-ce pas? Et tu n'as même pas eu besoin de la recouvrir d'un tissu, comme ces gens doivent le faire. Elle était déjà livrée avec une housse en tricot pour plus de facilité. Et le mieux, c'est qu'elle est beaucoup plus douce qu'une brique et qu'elle peut être chauffée au micro-ondes en quelques secondes. Quelle impolitesse de ma part! J'ai oublié de te proposer quelque chose à manger, dit Bartholomé. Je sais que je t'ai déjà dit que l'hiver est synonyme de repos pour nous, mais nous devons quand même travailler un peu pour ne pas mourir de faim. Il y a beaucoup de préparations à faire à l'avance pour survivre à ces hivers médiévaux. Tout d'abord, nous commençons à ramasser du bois pour le feu dès le printemps et tout au long de l'été. Ensuite, il y a la nourriture que nous récoltons à l'automne. Nous devons la conserver d'une manière spéciale pour qu'elle résiste aux mois d'hiver. Il en va de même pour la viande. Les méthodes utilisées sont le marinage, le séchage et le saumurage. En ce qui concerne les grains, les céréales et les légumineuses, nous les séchons et les conservons dans des pots en céramique ou en argile. Nous les utilisons ensuite pour préparer des ragoûts et des soupes, en plus des légumes. En fait, tout ce que nous trouvons va dans la marmite. Les aliments les plus courants que nous consommons au quotidien sont les oignons, les pois, les haricots, les lentilles et les herbes comme le persil. Nous devons toutefois inclure des protéines dans notre alimentation. Pour ce faire, nous mangeons du fromage, des œufs, du bacon gras ou de la viande de porc salée. Quant aux fruits et baies frais, ils sont difficiles à trouver en hiver. Nous conservons donc ceux que nous avons déjà cueillis en les séchant à l'air libre. Tu te dis que si ces gens avaient un séchoir à aliments chez eux, leur vie serait tellement plus facile. Ils pourraient s'en servir pour tous les aliments que Bartholomé vient de mentionner, des fruits à la viande. Mais il n'y a pas d'électricité ici. Je ne voudrais pas que tu penses que les hivers sont si sinistres, longs et ennuyeux après tout ce que je t'ai raconté. Nous avons plein d'activités pour nous divertir, explique Bartholomé. Mais quoi, par exemple? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient regarder leur série télévisée préférée pendant des heures. Nous jouons beaucoup dans la neige, adultes et enfants, tous ensemble. On voit beaucoup de paysans faire du patin à glace sur les lacs gelés. Pour cela, nous utilisons des morceaux de bois polis ou des tibias de cheval. Mais aujourd'hui, nous avons plein de patins en fer. Je dois cependant préciser qu'en Europe occidentale, le patinage sur glace n'est pas aussi courant qu'en Scandinavie. C'est parce qu'ils sont plus habitués à la neige et aux températures froides. La luge est une autre activité amusante que nous pratiquons. Il y a aussi les jeux d'intérieur, comme les échecs, le backgammon et d'autres jeux de dés. Filer la laine et raconter des histoires sont également des moyens courants de passer du bon temps en famille. Il n'est pas surprenant que les nobles aient plus d'opportunités dans le domaine du divertissement. Par exemple, la chasse au sanglier est très répandue parmi l'élite. À ce moment-là, un portail apparaît à la porte. Bartholomé dit « Hey, je crois qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison, voyageur. Bonne chance !» Les hivers sont très enneigés en Suède, comme chacun le sait. La neige recouvre toutes les routes et ralentit la circulation. Et il arrive que certaines voitures rangées sur le côté de la route ne puissent en sortir qu'à l'aide d'un chasse-neige. C'est même monnaie courante. Mais un jour, lors d'une chute de neige, une chose étonnante s'est produite. Le 19 décembre 2011, un homme du nom de Peter Skilberg s'est retrouvé piégé dans la neige après être sorti de la route principale quelque part dans le nord de la Suède.
Les secours en motoneige l'ont retrouvé tout à fait par hasard, l'ont sorti de là et l'ont emmené à l'hôpital. Cela peut sembler plutôt banal, mais le plus étonnant, c'est qu'il aura fallu 2 mois pour retrouver cet homme. Et à l'extérieur, la température est descendue jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Il a survécu après avoir passé 60 jours sans eau, sans nourriture et sans source de chaleur, au milieu de vents glacés et d'interminables chutes de neige. Les gens qui l'ont trouvé ont déclaré que la voiture était ensevelie sous une couche de neige de plus d'1 mètre et que Peter Skillberg était assis, tremblotant dans un sac de couchage sur le siège arrière. Il était incapable de parler. Lorsqu'ils l'ont amené à l'hôpital, les médecins ont été stupéfaits. Ils connaissaient bien des cas où des personnes avaient survécu longtemps à un froid glacial, mais pas pendant 2 mois. Une personne peut se passer d'eau pendant plusieurs jours, mais Peter n'a pas rencontré ce problème, puisqu'il pouvait obtenir de l'eau grâce à la neige. Sans nourriture, une personne peut survivre de quelques semaines jusqu'à 3 mois. Mais qu'en est-il du froid? Comment Peter a-t-il résolu ce problème? À des températures aussi basses, il est possible de geler en quelques heures. Les médecins qui ont soigné Peter ont affirmé que son corps semblait avoir activé un mode de survie et qu'il était tombé dans un profond sommeil, tout comme les ours qui hibernent pendant l'hiver. Mais le corps humain ne peut abaisser sa température que de quelques degrés. Ce n'est pas suffisant pour survivre dans un froid à moins 30 degrés. Notre homme a peut-être bien réussi à abaisser sa température encore plus. Le cas de Peter Skillberg est devenu célèbre. Des médecins et des scientifiques du monde entier ont émis quantité d'hypothèses sur la façon dont cet homme a bien pu survivre. Néanmoins, personne n'a pu en déterminer la raison exacte. Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un véritable miracle. D'autres pensaient que ce pouvait être le résultat de plusieurs facteurs combinés, l'un de ces facteurs étant le sac de couchage. Celui-ci permet de mieux conserver la chaleur du corps, de sorte qu'à l'intérieur du sac, la température met bien plus longtemps à baisser. Un autre facteur qui a probablement joué un rôle clé est l'effet igloo. Les peuples indigènes de l'Arctique construisent des abris avec de la glace et de la neige. Tu as probablement vu ces maisons rondes sur Internet ou dans quelques films. Il ne fait pas si chaud à l'intérieur, mais le froid n'y pénètre pas non plus. La conception particulière de ces maisons permet de conserver la chaleur accumulée à l'intérieur. Les igloos peuvent protéger des vents violents, mais il n'est possible d'y survivre que si l'on porte des vêtements chauds. La voiture de Peter s'est peut-être transformée en une maison semblable. La neige qui s'y agglutinait de tous côtés aurait piégé la chaleur à l'intérieur. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il n'avait pas essayé de sortir de sa voiture pour chercher de l'aide. Mais il semble que Peter ait eu raison de s'abstenir. Il est dangereux de sortir dans de telles conditions. Tu ne sais même pas où tu es, il règne un froid glacial et le blizzard ne cesse de souffler. Mettons que tu sortes de la voiture et que tu essaies de rejoindre la route la plus proche. Tu échoues et tu reviens sur tes pas. Sauf que tu ne peux plus retrouver ta voiture parce que la neige l'a recouverte. La situation est bien plus grave. La seule solution est alors de commencer à creuser la neige et de te fabriquer un igloo. Si tu portes des vêtements chauds, ceux-ci t'aideront à conserver ta chaleur et à gagner du temps. Mais la meilleure solution aurait été de rester à l'intérieur de la voiture et d'attendre les secours. Surtout si tu ne sais absolument pas où tu es. Si tu n'as pas de moyen de communication ou de signaux lumineux à portée de main, essaie de faire un feu. La fumée peut attirer l'attention des gens qui passent sur la route la plus proche. Au bout du compte, Peter Skillberg a passé un certain temps à l'hôpital, a repris des forces et s'est finalement rétabli. Il est beaucoup plus sûr de se trouver dans une pièce froide bien fermée ou dans un igloo pendant un blizzard. Cependant, si tu es coincé dans une zone de gel intense sans vêtements chauds, tu disposes d'environ 30 minutes jusqu'à 2 heures. Peut-être même moins si tu ne t'actives pas. Mais en 1980, un autre miracle s'est produit qui a défrayé la chronique et stupéfait les médecins de tous les États-Unis. Jean Hilliard, 19 ans, rentrait de nuit en voiture dans la petite ville de Lyngby. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvée dans un fossé. La jeune fille a décidé de rejoindre la maison de son amie à pied. Elle a fini par l'apercevoir, mais elle n'y est jamais parvenue car elle était trop faible. Soudain, Jean est tombée et a perdu connaissance à quelques pas de son but. Jean Hilliard portait un manteau d'hiver léger, de petites bottines et un pantalon. Elle n'était donc pas vraiment préparée à affronter des conditions météorologiques aussi difficiles. Il y avait un fort blizzard et des chutes de neige, si bien que personne ne l'a remarqué. L'ami chez qui se rendait Jean n'a vu la jeune fille gelée qu'au petit matin, tout près de son Porsche. Jean Hilliard sera restée allongée dans le froid pendant 6 heures.
Son corps était dur et froid comme de la pierre, ses yeux semblaient vitreux. L'homme qui avait retrouvé la jeune fille était certain qu'elle n'avait pas pu survivre. Mais il a remarqué l'humidité qui s'échappait de son nez. Elle respirait. Il l'a donc emmenée à l'hôpital. Le corps de la jeune fille ne se pliant pas, il était extrêmement difficile de la mettre dans la voiture. Les médecins se sont immédiatement précipités pour aider Jean, mais ce n'était pas si facile. Ils ne pouvaient même pas lui faire d'injection, car les aiguilles se pliaient constamment. Les muscles de Jean étaient gelés et bien trop rigides. Son corps s'était mis en mode urgence et avait cessé d'irriguer ses muscles et ses tissus mous. Tout le sang était dirigé vers ses organes vitaux. De même, en mode urgence, notre organisme est capable de ralentir tous les processus internes du corps. Le cœur bat plus lentement, les poumons consomment moins d'oxygène et le métabolisme s'arrête presque. Ces économies d'énergie ont permis à la jeune fille de survivre. Mais les médecins ont été encore plus surpris de constater que Jean n'avait pas eu de séquelles graves. Elle a eu quelques engelures, mais les cristaux de glace n'ont pas endommagé sa peau ou ses tissus mous. Les médecins ont décidé de réchauffer la jeune fille à l'aide de coussins chauffants. Ils ont ensuite réussi à lui injecter des médicaments. Quelques heures plus tard, elle reprenait conscience et des examens ultérieurs ont montré que Jean était en parfaite santé. Par ailleurs, il n'y a pas que dans la nature que l'on peut se retrouver piégé en cas de mauvais temps. Tu peux rester coincé dans l'ascenseur d'un immeuble bondé en plein Manhattan, et ce, sans que personne ne le sache. C'est ce qui est arrivé en 1999 à Nicholas White. Ce manager de 34 ans travaillait tard au bureau et avait décidé de prendre une pause. Après avoir pris l'air, Nicholas a appelé l'ascenseur pour retourner au 43e étage. Mais il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il était déjà assez tard et presque tous les employés avaient quitté le bâtiment. Mais le pire, c'est qu'on était vendredi soir. Nicholas n'avait ni téléphone, ni nourriture, ni eau. Il a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, mais personne ne lui a répondu. Les caméras fonctionnaient parfaitement, mais les gardes ne l'avaient pas remarqué. Le bâtiment était pratiquement vide. Nicholas luttait contre la claustrophobie, faisant les 100 pas, sautait, s'allongeait, essayait de forcer les portes et attendait que quelqu'un vienne enfin le secourir. Des techniciens se trouvaient aux autres étages, mais ils ne l'ont pas entendu. Quelques collègues étaient même restés dans le bureau où ils travaillaient, mais ils étaient persuadés que Nicholas venait de rentrer chez lui. Ils ont fini par quitter le bureau en empruntant d'autres ascenseurs et ne se sont même pas rendus compte qu'il avait laissé toutes ses affaires derrière lui. Nicholas était désespéré. Il ne serait secouru que 41 heures plus tard. Il était allongé sur le sol de l'ascenseur, accablé par la soif, lorsqu'il a soudain entendu une voix provenant du haut-parleur de l'ascenseur. « Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Les secours ont extirpé notre homme de cette boîte métallique et les propriétaires de l'immeuble lui ont versé une coquette indemnité pour ce désagrément. En dépit de ce véritable cauchemar, Nicholas n'a jamais cessé d'utiliser les ascenseurs. Et oui, quand on vit à Manhattan, il serait assez problématique de s'en passer. On peut donc dire que pour Nicholas, la vie a ses hauts et ses bas.